Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laurent à la maison, qui arrive un peu sur le tard parce que, je vais pas vous mentir, j'étais censé sortir une vidéo au mois de janvier. C'était censé être un épisode de Laurent au cinéma, pour un certain film qui est sorti le mois dernier, hein? Sauf que le truc, c'est qu'au Québec, vers la fin décembre, il y a eu une hausse de cas de COVID, ce qui fait que tous les cinémas ont malheureusement fermé leurs portes temporairement. Et moi, je voulais aller voir Scream, et j'ai pas pu y aller avant, il y a peut-être une semaine de ça. Donc j'ai pas pu faire mon épisode de Laurent au cinéma dessus, mais c'est pas bien grave. Je prévois lui consacrer un épisode d'horreur critique lorsqu'il sortira en Blu-ray DVD, en temps et lieu. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle pas d'une sortie ciné, mais d'une sortie plateforme de streaming. Si on peut appeler ça comme ça, bien sûr qu'on peut. Il y a quelques jours sur Netflix est sorti le nouveau Massacre à la tronçonneuse, The Texas Chainsaw Massacre, c'est tellement plus stylé en anglais. Le titre au Québec s'appelle Massacre à la scie. Ouais. Même Thanos n'était pas trop convaincu par ça. Avec un titre comme ça, moi j'imagine vraiment Leatherface poursuivre ses victimes avec une aiguine. Ça serait hilarant. Oh. J'ai sorti ma scie juste pour ce gag. C'est un peu triste. Donc, ce nouveau film, réalisé par David Blue Garcia, se veut être une suite au film original de Tobe Hooper, un peu comme le Halloween de David Gordon Green est une suite directe au Halloween de John Carpenter. Donc, on oublie toutes les suites déjà existantes dans l'univers, Massacre à la tronçonneuse, et d'ailleurs, c'était pas la première fois au sein de la franchise qu'on faisait ça. Effectivement, le Texas Chainsaw 3D, qui est sorti en 2013, était lui aussi une suite au film original de 1974. Bref, les timelines de toute cette saga sont un petit peu dures à suivre. Donc on va toutes les revoir un peu ensemble pour avoir une bonne vue d'ensemble de toute la franchise. La première timeline, la timeline originale, est constituée de 4 films. Donc on a le premier film de Tobe Hooper sorti en 1974, il y a Massacre à la tronçonneuse 2 sorti en 86, toujours réalisé par Tobe Hooper, ensuite Massacre à la tronçonneuse 3 en 90 et finalement Massacre à la tronçonneuse la nouvelle génération en 94. Donc voici une première façon de regarder la saga. Vient ensuite la timeline des remakes, si on peut l'appeler comme ça. Le remake de Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Marcus Nispel, est sorti en 2003 et je l'adore. Voilà, c'est dit. Moi, je trouve que c'est un film très mal aimé et qui est pourtant très très bon. Puis, il y a eu un préquel à ce remake qui se déroule 4 ans plus tôt et il est sorti en 2006. Des films bien gore, bien violents, dérangeants, qui m'ont beaucoup rappelé les Halloween de Rob Zombie. En 2013 sort Texas Chainsaw 3D, qui oublie toutes les suites existantes et qui fait office de suite au film original comme je vous l'ai dit plus tôt. Et quelques années plus tard sort le film Leatherface, une préquelle dans laquelle on aborde la naissance et les premiers meurtres du tueur. Donc ce film est une préquelle à la fois à Texas Chainsaw 3D et aussi au Massacre à la tronçonneuse original. Donc voilà, encore une autre timeline. D'ailleurs, je sais qu'avec cette vidéo, beaucoup de gens vont me dire « mais Laurent, t'as pas fini de critiquer toute la saga dans tes épisodes d'horreur critique. » Oui, je sais, c'est parce que j'avais critiqué le premier, le 2 et le 3e, et là, j'ai plus trop envie de continuer, sachant que je dois critiquer le 4e. C'est là que je suis rendu. Et le 4e, il a sa petite réputation, hein? Ouais. Puis vient la nouvelle timeline avec ce nouveau film qui se déroule presque 50 ans après les événements du tout premier. Donc Harlow est une ville fantôme. Mais nous, on voit ce qu'on peut en faire. Tout ce qu'il faut, c'est du sang frais. J'ai pas envie de vivre ici. C'est une opportunité pour se lancer dans un endroit en sécurité. Depuis quelques années, la saga Massacre à la tronçonneuse traîne un peu de la patte. Texas Chainsaw 3D était pas terrible, son préquel Leatherface non plus. Ils ont tous deux été des échecs critiques et commerciaux. Ils ont fait perdre beaucoup d'argent à Lionsgate, ce qui fait que la compagnie a perdu les droits d'adaptation de toute la franchise. Ça, c'était en 2017. Legendary Pictures a racheté les droits quelques temps plus tard et la compagnie s'est dit, écoute, on va faire un nouveau film, on va essayer d'en produire un. On a annoncé que Fede Alvarez, le réalisateur de Don't Breathe et du remake de Evil Dead, allait produire ce nouvel opus
Il allait le produire aux côtés du scénariste du film original, Kim Henkel. Puis en 2020, on a annoncé que Ryan et Andy Towil, d'illustres inconnus, pour ma part en tout cas, ont été engagés donc pour réaliser ce nouveau film Massacre à la tronçonneuse et enfin la production pouvait commencer. Le tournage a débuté en Bulgarie, ils ont tourné quelques scènes, Legendary Pictures les a vues, a pas du tout été satisfaite de ce qu'elle a vu et a décidé de renvoyer les deux frères. Finalement, on a engagé David Blue Garcia, qui d'habitude est un directeur photo, je crois, et qui ici signe sa deuxième réalisation. Donc ce film se déroule près de 50 ans après les événements du film de 1974. On a un groupe d'amis qui débarquent à Harlow, une petite ville fantôme du Texas profond, et ils savent très bien ce qui s'est passé il y a près d'un demi-siècle, le fameux massacre à la tronçonneuse perpétré par la famille Sawyer, dont il n'y a qu'une survivante, Sally Hardesty. Bref, nos nouveaux protagonistes ont pour but de faire revivre la ville, d'en faire un vrai petit coin de paradis, et étant très populaires sur les réseaux sociaux, ils ont invité un bon nombre de personnes, un bon nombre d'abonnés donc, pour venir faire la fête avec eux. Mais ce qu'ils ignorent tous, c'est que Sally Hardesty n'est pas l'unique survivante du massacre. Non, Leatherface est de retour avec sa tronçonneuse en main, prêt à défendre son territoire. Très franchement, je m'attendais à pire. À vraiment pire. J'ai été surpris parce que le film est bien. Enfin, bien. Oui, il est bien, il est pas mal. Enfin, il faut savoir que moi, j'avais abandonné tout espoir d'avoir un bon film Massacre à la tronçonneuse depuis plusieurs années. En fait, depuis Texas Chainsaw 3D. J'avais abandonné l'espoir d'avoir un film digne du film original de Tobe Hooper. Et là, celui-ci, même s'il est loin, très loin d'être parfait, il est sympa. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous faites dans notre maison? Le film débute avec un petit dialogue qui nous résume les événements du premier film, et c'est narré par John LaRoquette, qui assurait également la narration dans le film original ainsi que dans le remake. Par la suite, on nous introduit nos protagonistes et l'intrigue débute. Intrigue qui ne brille pas par son originalité, bien sûr, mais qui est tout de même intéressante. On peut faire un parallèle avec les enjeux et les mœurs du film original. Par exemple, dans le premier Massacre à la tronçonneuse, on dépeignait un climat social très tendu et très perturbé par la guerre du Vietnam. Et dans celui-ci, on aborde toutes les violences et toute la déchéance un peu des États-Unis. Le racisme, les manifestations violentes, les fusillades. On dresse évidemment un portrait très peu élogieux du Texas avec des drapeaux confédérés, des gens qui se promènent avec leurs armes en poche et qui défendent leur droit d'en porter, des gens peu accueillants qui se promènent avec leur gros pick-up qui consomment beaucoup d'essence. Un peu comme si l'État du Texas était figé dans le temps. Et ça offre un contraste assez cool avec les valeurs de nos héros, qui eux roulent en voiture intelligente et très certainement électrique, des gens qui sont connectés sur les réseaux, qui veulent fuir toutes sortes de violences et qui sont pour le bannissement des armes à feu au pays. Il y a donc un personnage qui est une survivante d'une fusillade scolaire. Il y en a un autre, c'est un Afro-Américain qui subit encore des commentaires racistes en 2022. Donc voilà un portrait global un peu de ce à quoi ressemble ce film et c'est assez cool, j'ai trouvé, c'était bien fait. Peu subtil, mais bien fait. J'ai aimé également le fait qu'avec ce film, on tire pas trop en longueur, en fait. On va droit au but, on tourne pas en rond, on fonce dans le tas. Ce qui explique sa courte durée, je crois qu'il dure à peu près 1h23 environ. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, il y a une petite scène post-générique qui est pas hyper importante, mais qui est sympa. Mais donc cette courte durée veut également dire qu'on délaisse peut-être un peu le développement de certains personnages, pas tous. Il y a les deux sœurs, Melody et Lila, qui sont bien mises en avant, qui ont un vrai background, quoi. Il est un peu cliché, mais franchement ça le fait. Mais les autres sont un petit peu mis en retrait. On va pas se mentir, on s'en fout un peu des autres. Ils sont là uniquement pour se faire tronçonner ou pour prendre des décisions stupides. Et des décisions stupides, des décisions tellement connes qui vont mener nos personnages à leur perte, croyez-moi, il y en a beaucoup dans ce film. Par exemple, face à la menace, il y en a certains qui vont se cacher dans un placard ou sous un lit. Quelle bonne idée!
Sinon, il y a la scène où Melody se retrouve sous la maison, dans les sous-sols. T'as Leatherface qui arrive avec sa tronçonneuse et qui la plante dans le plancher et qui se met à avancer comme ça pour découper sa victime. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va ramper en ligne droite, alors qu'elle a amplement d'espace sur les côtés pour juste, tu sais, rouler, se décaler un peu vers la droite. Ce serait plus simple pour éviter une tronçonneuse plutôt que de ramper très lentement afin d'éviter de te faire tuer, quoi. C'est con, mais c'est ça. Ben parlons-en, hein, de Leatherface. Déjà, son nouveau masque est génial. Il est affreux, dégueulasse, glauque, à souhait. Mais je l'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, un peu à la sauce Halloween 2018, ici on essaie de l'humaniser en nous montrant un petit peu des bribes de son visage. Mais voyez, contrairement à Halloween, ça m'a pas dérangé. Parce qu'on qualifie pas de Leatherface de mal absolu, on sait que c'est un humain juste fou qui se met des masques en peau humaine, quoi. Bref, oui, l'apparence de Leatherface est vraiment cool, il est très imposant, il fait quand même assez peur, le gaillard. Le truc, c'est qu'il est pas du tout crédible. Pourquoi? Parce que il est censé avoir quoi? 75, 80 ans? C'est vrai, dans les événements du premier film, hein, ça se passe il y a 50 ans, donc je sais pas moi, il avait quoi, 25, 30 ans, donc ouais, aujourd'hui il serait censé être bientôt un octogénaire, s'il ne l'est pas déjà. Et vous voulez me faire croire que dans le nouveau film, il est capable de marcher sans difficulté? Il court même, il court très très vite. Ce que j'ai remarqué, il est très fort aussi, il lance sa tronçonneuse sans aucune difficulté. Les gars, j'ai 25 ans, et pour attacher mes lacets, j'ai l'impression que je fais une crise cardiaque. Et t'as le bonhomme là de 80 ans qui lui peut courir après ses victimes comme s'il s'entraînait depuis 50 ans. Va chier, Leatherface. Autre truc illogique. À un moment donné dans le film, Leatherface il va défoncer un mur pour retrouver une vieille tronçonneuse qu'il avait cachée là. Et il arrive à la faire démarrer sans aucun problème. Genre, elle marche toujours depuis 50 ans. Genre, il reste un peu d'essence, hein, ça s'est pas évaporé avec les années. Ils auraient pu au moins faire en sorte qu'il en trouve une autre, tu sais, je sais pas, aller dans le pick-up du redneck texan ou même dans son garage, il aurait pu en trouver une là, et la faire marcher comme ça, plutôt que de lui faire trouver une vieille tronçonneuse qu'il a cachée dans une maison il y a des années, quoi. C'est pas tellement crédible. Il y a un autre truc que je déplore, c'est l'absence de folie dans ce film, l'absence de personnages complètement fous. Parce que dans les 4 premiers films de la franchise et dans les 2 films de la Timeline Remake, ben on nous présentait les membres de la famille Sawyer, qui étaient tous un peu fous, un peu dérangés et très très malsains. Et malgré la qualité très 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 discutable de certains de ces opus, moi c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer ces films-là, la folie des personnages. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai beaucoup aimé le Resident Evil 7 hein, et toutes ces nombreuses références à Massacre à la tronçonneuse. Là, dans ce nouveau volet, et même dans les précédents d'ailleurs, ben on n'a pas ça. On n'a pas de personnage fou, complètement déjanté, dérangé. Bon, à part Leatherface, hein, évidemment, mais après, c'est normal parce que, bon, c'est le seul survivant et le seul descendant des Sawyer qui reste en vie. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Ça faisait toute la saveur du premier film. Je suis un peu déçu de ne pas avoir retrouvé ça. Mais bref. Ma plus grande déception du film, toutefois, c'est Sally Hardesty. L'héroïne, la final girl du fameux film de Tobe Hooper. Donc Sally fait son grand retour après près de 50 ans. Et on a mis beaucoup l'emphase sur elle dans certaines bandes annonces. Elle n'est malheureusement plus interprétée par Marilyn Burns puisqu'elle nous a quittés en 2014. Elle est remplacée par comment il s'appelle? Olwen Fouéré. Ouais. Et il m'est un peu difficile de la juger, premièrement parce que son personnage est écrit de façon assez cliché, en mode Laurie Strode de façon 2018. Dire, elle est bien badass, hein? Elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu et elle est prête à en découdre avec le tueur. Et le truc, c'est qu'on la voit presque pas dans le film. Elle a très peu de temps à l'écran. On la voit pour la première fois peut-être en milieu de film, je dirais. Là où elle apprend que Leatherface est toujours en vie et donc elle se prépare à aller le confronter. Après ça, on la revoit plus, puis on la revoit à la toute fin. Elle arrive juste au bon moment pour sauver les 2 sœurs, hein, qui sont les deux seules survivantes de ce nouveau carnage. Et là, ben, elle perd son temps à parler à Leatherface au lieu de lui tirer un bon coup de gun dans sa gueule. Ah, j'ai trouvé ça tellement décevant comme ultime confrontation. Au moins dans Halloween, c'était mieux géré, quoi, malgré tout ce que les détracteurs peuvent dire. Ça fait 50 ans que j'attends ce moment.
Le moment de le revoir. Qui? Leatherface. Contrairement à ce que j'ai pu lire sur Twitter, j'ai trouvé la mise en scène pas si mal. Enfin, pour un gars qui réalise seulement son deuxième film ici, c'est assez bien dans l'ensemble. Alors oui, t'as quelques faux raccords ici et là, mais c'est rien de dramatique. Et puis les images sont quand même très belles. Je veux dire, le gars était directeur photo avant. Donc t'as des images bien saturées avec des décors sales, poisseux, poussiéreux, qui sont contrastés par quelques éléments modernes. Les plans sont assez beaux, je pense notamment à celui de la fin où on fait carrément un hommage au plan final du premier Massacre à la tronçonneuse, quand Leatherface il fait sa fameuse danse et qui fait virevolter sa tronçonneuse dans tous les sens. Il y a aussi la scène de mort de Dante, qui est vraiment géniale dans la cuisine, juste derrière une porte battante. Ce plan-là, il était vraiment bien fait. Non, franchement, visuellement, le film est assez stylé, j'ai trouvé. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler des meurtres. Les meurtres sont jouissifs, ils sont géniaux, ils sont d'une violence, d'une brutalité incroyable. C'est très graphique, c'est très gore. Ça m'a vraiment surpris lors du premier meurtre de voir à quel point c'était... Oh, ça niaise pas avec le POC, comme on dit chez moi. Traduction, Leatherface n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ne serait-ce que la scène de l'autobus, qui est aussi violente et choquante que drôle. Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé. Oh putain. Moi, un film comme ça me satisfait amplement. Du gore et du fun, c'est tout ce que je demande. Niveau ambiance, ça peut aller. On a des scènes d'horreur, disons assez classiques, mais efficaces. Il y a des bonnes scènes de tension qui sont bien stressantes par moments, et il y a certains jumpscares qui ont réussi à m'avoir. Après, comme je vous dis, il y a rien de super original dans tout ça. C'est juste plaisant à voir. Donc ouais, au final, ce nouveau Massacre à la tronçonneuse, c'était pas le désastre auquel je m'attendais. Non, à la place, j'ai eu un petit accrochage de la route. Ouais, c'était pas ma meilleure analogie, ça. Je l'ai bien apprécié, franchement. Je m'attendais à avoir une copie conforme du nouveau Halloween, à la sauce Blumhouse. Je m'attendais à avoir un Massacre à la tronçonneuse nul, aussitôt vu, aussitôt oublié. Mais finalement, non. J'ai eu un film fun, riche en scènes gore, riche en belles images, un film devant lequel on se prend pas la tête, qui n'est pas full original, mais qui fait le taf. Je voulais être diverti et j'ai été amplement diverti. Alors je vous encourage vraiment à aller le regarder. Je vous invite également à me laisser votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Laurent à la maison, mes amis. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça devrait sortir à la fin du mois, j'espère. Sinon, ça sortira au début du mois de mars. Bref, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, laissez des commentaires, puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!